Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire du début du 19e siècle. Alors, installez-vous pendant que nous partons pour l'Angleterre. En 1831, l'Angleterre se trouvait au seuil d'une nouvelle ère marquée par l'industrialisation, les réformes sociales et l'aube de l'époque victorienne. Mais cette année-là, le roi Guillaume IV était sur le trône d'Angleterre. La révolution industrielle battait son plein, avec des innovations et des avancées technologiques qui transformèrent le paysage. Les machines à vapeur, l'extraction du charbon et l'essor de l'industrie textile stimulèrent la croissance économique du pays. Mais pour beaucoup, ces avancées techniques semblaient bien éloignées de leur vie quotidienne. Dans les villages anglais, la pauvreté était omniprésente et une réalité profondément ancrée pour beaucoup. Les pauvres des zones rurales faisaient face à de nombreux défis, notamment un accès limité à l'éducation, aux soins de santé et aux opportunités d'emploi. De nombreux villageois vivaient de l'agriculture, mais son imprévisibilité les empêchait souvent de joindre les deux bouts lors des périodes difficiles. Les lois sur l'enclosure, qui était une série de lois adoptées en Angleterre permettant la privatisation des terres communes. Cela a entraîné une efficacité agricole accrue, mais a également causé de nombreux problèmes aux membres les plus pauvres de la communauté, car les travailleurs ruraux perdaient souvent l'accès à ces terres. Par conséquent, les plus démunis ont été contraints de travailler dans des conditions difficiles, généralement pour des salaires dérisoires. Sur les terres des propriétaires terriens plus aisés, les conditions de vie dans de nombreux villages étaient exiguës et insalubres, avec des chaumières surpeuplées dépourvues de commodités de base. L'aide pour les plus démunis était limitée, et ceux qui tombaient dans la pauvreté pouvaient subir de lourdes sanctions, y compris la maison de travail, une institution redoutée considérée comme le dernier recours pour les indigents. Dans l'ensemble, la vie des pauvres dans les villages anglais en 1830 était marquée par la misère, des opportunités limitées et une lutte constante pour la survie. Et c'est dans un de ces villages, dans le comté anglais du Kent, que, le 4 mars 1831, un garçon de 9 ans, brillant et aimable, nommé Richard Taylor, entreprit un voyage de chez lui à Stroud jusqu'à Aylesford, une distance d'environ 9 miles. Le garçon possédait un niveau d'intelligence inhabituel pour son âge et avait pour mission de récupérer l'allocation paroissiale hebdomadaire de son père, une somme de 9 shillings. Une allocation paroissiale hebdomadaire, également appelée secours à domicile ou aide aux pauvres, était une forme d'aide financière fournie par une paroisse ou un gouvernement local aux personnes et familles dans le besoin. Cette allocation était destinée à aider les personnes démunies, âgées ou handicapées, ainsi que les familles confrontées à des difficultés financières, afin qu'ils puissent couvrir les dépenses de base telles que la nourriture, les vêtements et le logement. Le montant de l'allocation dépendait des ressources et des politiques de la paroisse locale, mais elle était généralement modeste et conçue pour offrir un niveau de subsistance à ceux qui ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins eux-mêmes. Le père de Richard Taylor recevait cette allocation, bien qu'il travaillait à la fabrication de bougies, sa famille vivait dans des conditions très précaires. Vêtu d'un chapeau de marin, d'un foulard rayé élégamment noué autour du cou, d'une veste bleue, d'un pantalon marron et de chaussures avec des bas, il était l'image même de l'innocence juvénile, bien que sa tenue reflétait sans équivoque ses origines modestes. Avant son départ, le jeune Richard, les yeux remplis d'impatience, s'approcha de son père et lui demanda s'il pouvait lui prêter un couteau, car il voulait fabriquer un arc et des flèches. Pour son retour d'Aylesford, c'était une simple demande d'un garçon de 9 ans qui prévoyait de transformer sa course hebdomadaire en aventure. Son père accepta et donna un couteau à son fils. Le voyage de Richard vers Aylesford se déroula comme d'habitude, sans incident et familier. À son arrivée à destination, il fut accueilli par Monsieur Cuthbert, l'agent de secours de la paroisse, qui lui remit les précieux 9 shillings, une somme d'une immense importance pour la modeste subsistance de sa famille. Le père de Richard avait été assidu à transmettre des leçons pratiques à son fils, non seulement sur l'importance de leur allocation hebdomadaire, mais aussi sur la manière de la protéger. Discrètement, le jeune Richard, incarnation à la fois de l'innocence et de la débrouillardise, avait bien assimilé ces enseignements, avec l'ingéniosité d'un enfant et un sens du détail qui dépassait son âge. Il avait mis au point une méthode infaillible pour assurer la sécurité des pièces d'argent. Avec précaution, il glissa l'argent dans un petit sac, à peine plus grand que la paume de sa main. Ce n'était pas un sac ordinaire, c'était une protection contre tout malheur potentiel qui pourrait survenir lors de son voyage de retour chez lui. La touche finale de cette préparation était une moufle qu'il portait, un simple vêtement devenu le gardien de ce précieux trésor.
Il dissimula ensuite le sac à l'intérieur de la moufle, ce qui le mit à l'abri des regards indiscrets. C'était un rituel qu'il suivait avec assiduité, semaine après semaine, car il savait que 9 shillings étaient très importants pour sa famille. Richard rentrait généralement chez lui vers 3 heures de l'après-midi. C'était un moment attendu avec impatience par la famille, surtout par le père de Richard, qui était toujours soulagé de voir que son fils était rentré sain et sauf à la maison avec les 9 shillings. Une petite somme, mais très importante pour Monsieur Taylor. Pourtant, ce jour-là, 3 heures passèrent et Richard n'était toujours pas rentré. C'était étrange, car il était habituellement si fiable. Au fil des heures, son père fut envahi par un sentiment d'inquiétude grandissant. C'était plus qu'une simple préoccupation. Une peur troublante s'était emparée de lui. Le lendemain matin, cette inquiétude initiale s'était transformée en quelque chose de plus profond. Une peur qui hantait chaque pensée de son père sans jamais lâcher prise. À chaque instant qui passait, son appréhension devenait plus forte, ne lui laissant d'autre choix que d'entreprendre un voyage à Aylesford pour tenter de découvrir ce qui était arrivé à son fils. Une fois à Aylesford, M. Taylor parla à M. Cuthbert, l'agent d'assistance de la paroisse, qui confirma que le jeune Richard avait bien récupéré l'argent. M. Cuthbert ajouta que le garçon semblait être de bonne humeur. M. Taylor retraça le chemin jusqu'à Stroud, cherchant des signes de son fils. Alors que la nouvelle de la disparition du garçon se répandait, des villageois inquiets participèrent aux recherches, mais malgré des fouilles du matin au soir, aucune trace de Richard ne fut trouvée. Le jeune garçon semblait s'être volatilisé. C'était un mystère déroutant et éprouvant. Et bientôt, l'histoire de Richard Taylor faisait parler d'elle, non seulement dans les villages environnants, mais aussi dans la ville voisine de Rochester et la ville marchande de Maidstone. Toutes deux, comme Stroud, étaient situées sur les rives de la rivière Medway, mais c'est à Stroud que la disparition fut la plus ressentie. Un lourd nuage d'incertitude s'abattit, projetant une ombre durable et menaçante sur le village. Alors que la communauté cherchait toujours à comprendre ce qui était arrivé au jeune Richard Taylor, les semaines passaient et il n'y avait aucune nouvelle du garçon. Ce n'est que le 11 mai, plus de 2 mois après la disparition de Richard, que la vérité glaçante sur son destin fut révélée. Un homme nommé Monsieur Izard, qui se promenait sur un sentier sinueux au cœur d'une zone boisée, tomba sur une scène déchirante. Le corps sans vie d'un garçon gisait dans un fossé, abandonné et oublié. La moufle de l'enfant avait été brutalement coupée de sa main gauche. Ses vêtements étaient en désordre, comme s'il s'était violemment débattu. L'état de décomposition rendait impossible de déterminer la cause du décès, mais les taches de sang sur les vêtements racontaient une histoire terrifiante. Il était évident qu'il avait connu une fin atroce, victime d'un crime odieux. Près du corps se trouvait un couteau rouillé aux manches en corne blanche, qui portait toutes les marques d'avoir été l'arme utilisée dans cet acte terrible. Les autorités ont été contactées et le corps a été transporté à Rochester, où il a été examiné par le docteur Edward Seaton et le docteur Bryant. Ils ont rapidement constaté que le garçon avait succombé à une blessure que quelqu'un lui avait infligée à la gorge à l'aide d'un instrument pointu et tranchant. La marque était encore très visible. Le coroner a ensuite écarté la possibilité que cela ait été infligé par le défunt lui-même. Au fur et à mesure que les preuves étaient recueillies, le magistrat ordonna l'arrestation d'un homme nommé Monsieur Bell et de ses 2 fils, John Bird Bell et James Bell, âgés de 14 et 11 ans. Ils résidaient dans l'asile de pauvres voisins, non loin de l'endroit isolé où le corps avait été retrouvé. Le couteau retrouvé sur les lieux a été identifié comme appartenant à John Bird Bell et constituait une preuve très importante l'impliquant dans le crime. L'enquête s'est poursuivie sous l'œil vigilant des magistrats de Rochester. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, les preuves désignaient de plus en plus les 2 garçons comme les auteurs probables de cet acte odieux. Au cours de ce processus, le corps de Richard Taylor a été exhumé pour un examen plus approfondi. John et James Bell ont ensuite été emmenés au cimetière pour assister à l'opération macabre. John gardait un silence troublant. Sans hésiter, James a coopéré avec les enquêteurs. Avec un mélange de crainte et de détermination, il a fouillé dans les poches des vêtements du garçon décédé et ses doigts tremblants ont trouvé un couteau. Mais ce n'était pas seulement une sinistre relique de leur acte malveillant, c'était un couteau que le père de Richard lui avait offert le jour de sa disparition. Bien que le couteau ait déjà été retrouvé, il avait été décidé qu'il serait enterré avec Richard. Il était clair pour les enquêteurs que le vol avait été le mobile du garçon pour commettre un acte aussi horrible. Mais toute l'histoire restait encore à découvrir.
Le plus jeune des frères, James, ne pouvait plus supporter le poids des sombres secrets. Dans un moment de confession, il a révélé la vérité glaçante. Lui et John avaient nourri des intentions meurtrières envers leurs victimes, sans méfiance. Pendant un certain temps, ils avaient patiemment observé et appris des fréquents déplacements de Richard entre Stroud et Aylesford. Leur plan diabolique s'est finalement déroulé le 4 mars, lorsque John a tendu une embuscade au jeune Richard dans les bois, tandis que James faisait le guet. Après cet acte terrible, John a remis à James une partie de l'argent mal acquis, scellant ainsi leur pacte sinistre. James Bell a été libéré, tandis que son frère John a été arrêté et accusé de meurtre. Le procès a commencé aux assises de Maidstone le 29 juillet 1831, et lorsque le juge lui a demandé comment il plaidait, John a répondu d'une voix forte et ferme « non coupable ». Le père du garçon décédé a raconté au tribunal comment, chaque semaine, son fils se rendait à Aylesford pour percevoir l'allocation paroissiale hebdomadaire, une somme de 8 ou 9 shillings. Monsieur Taylor a déclaré que d'habitude, sa fille de 7 ans accompagnait le garçon, mais ce jour-là, son fils y est allé seul. Monsieur Taylor était très ému pendant son témoignage et, à un moment donné, il a été tellement submergé qu'il s'est évanoui, puis a repris ses esprits. Il a ensuite raconté au tribunal comment il avait été conduit à l'endroit où Monsieur Izard avait découvert le corps de l'enfant. Et bien que le visage fût méconnaissable, il a identifié le couteau comme étant celui qu'il avait prêté à son fils le matin du 4 mars et les vêtements correspondaient à ceux que son fils portait. Il a poursuivi en disant que son fils était un petit garçon plein de vie et qu'il aurait essayé vaillamment de se défendre. Un témoin nommé Henry Lewington, qui était adjudant à bord du navire de Sa Majesté Warrior, basé au chantier naval de Chatham, a déclaré devant le tribunal que le jour où Richard Taylor avait disparu, il avait vu le garçon marcher en direction d'Aylesford. Il était environ 10 heures du matin. Il a dit qu'il avait marché une partie du chemin avec lui. Puis, dans l'après-midi, il l'a revu, mais cette fois, il marchait avec l'accusé et son frère. Il a déclaré avoir vu les garçons pour la dernière fois près du l'Auberge Bell. Après avoir appris la disparition de Richard Taylor, il en a informé le père et a aussi pris part aux recherches. Monsieur Lewington a déclaré que pendant les recherches, il était tombé sur l'accusé et son frère. Et lorsqu'il a demandé où se trouvait le garçon, John Bird l'en a informé. Ils n'avaient marché ensemble que jusqu'au champ de navets, apercevant pour la dernière fois le jeune Richard allant vers la route de Benham. Madame Jones, qui habitait dans un cottage près de Benham Common, avait également vu les garçons ensemble. L'agent Charles Patterson a informé le tribunal que lorsqu'il escortait le prévenu à la prison de Maidstone, celui-ci avait reconnu que la déclaration de son frère était vraie et avait indiqué un étang voisin où il s'était lavé les mains du sang de la victime en rentrant chez lui après avoir commis l'horrible acte. Il a déclaré cela. John a également montré l'entrée menant à l'endroit du meurtre en disant « C'est là que j'ai tué le pauvre garçon ». Et il a ajouté « Il est mieux là où il est que moi maintenant, vous ne pensez pas, monsieur ?» Une remarque à laquelle l'agent a acquiescé. L'agent a déclaré qu'ensuite, John Bell a fourni un récit plus détaillé des circonstances entourant le meurtre. Il a expliqué avoir rencontré le défunt sur le chemin du retour et engagé la conversation avec lui. Il a persuadé le garçon d'entrer dans les bois et après l'avoir conduit à travers de nombreux détours, ils se sont tous les deux assis. Il a affirmé qu'il s'était perdu et que le garçon, bouleversé et ne sachant pas comment sortir, s'était mis à pleurer. C'est à ce moment-là qu'il s'est jeté sur lui et l'a poignardé à la gorge. Il a eu quelques difficultés à trouver l'argent, mais il l'a finalement trouvé dans la main gauche du garçon, d'où il l'a récupéré. Il a mentionné que la somme se composait de 3 demi-couronnes, d'1 shilling et d'1 sixpence, les 2 dernières pièces ayant été données à son frère. Il a également exprimé le souhait que son frère assiste à son exécution, pensant que cela lui servirait d'avertissement. Apparemment pleinement conscient du crime grave qu'il avait commis, et qu'une pendaison pouvait éventuellement l'attendre. John Railton, marchand de tissus à Rochester, a déclaré au tribunal se souvenir que l'accusé était venu dans sa boutique demander de la monnaie pour une demi-couronne. Il a dit que cela s'était produit après la disparition du jeune Taylor. Après que les derniers témoins eurent témoigné, le juge Gasly se tourna vers le jury et leur expliqua que décider du sort du jeune John Bird Bell exigerait toute leur attention et leur réflexion. Le jury, cependant, ne quitta pas le banc des jurés et, après seulement quelques instants, revint avec le verdict de culpabilité. Cependant, ils recommandèrent la clémence pour le garçon en raison de son extrême jeunesse et de la manière peu orthodoxe et contre nature dont il avait été élevé. Le juge, cependant, se tourna vers le jeune accusé et le condamna à mort par pendaison.
Il fut alors ramené dans sa cellule à la prison de Maidstone, où l'audace qu'il avait affichée au tribunal disparut rapidement, et il pleura ouvertement. Sa mère lui rendit visite l'après-midi suivant, et il la rendit responsable de sa situation. Plus tard dans la soirée, après que l'aumônier eut prononcé le sermon des condamnés, John fit des aveux complets. Son récit reflétait fidèlement les témoignages du procès, mais incluait des détails déchirants sur les actions de la victime juste avant le meurtre. Il raconta qu'alors qu'il s'approchait du jeune Richard Taylor, un couteau à la main, le garçon terrifié, sentant son intention meurtrière, tomba à genoux, offrant tout l'argent qu'il avait, son couteau, sa casquette et tout ce qu'il pouvait donner. Il promit également une loyauté éternelle et jura de ne jamais révéler l'incident si sa vie était épargnée. Néanmoins, ses supplications sincères n'eurent aucun effet, et sans un mot, John déclara qu'il l'avait tué à 11h30. Le lendemain, qui était un lundi, la cloche de la prison sonna solennellement, signalant les préparatifs de l'exécution. Après l'achèvement de la procédure d'attache, le garçon condamné, accompagné de l'aumônier, marcha résolument vers la potence. Alors qu'il se tenait sur l'estrade, il regarda autour de lui avec un regard inébranlable, son teint demeurant inchangé. Il regarda droit devant lui et déclara, d'une voix ferme et audible, « Seigneur, aie pitié de nous. Je t'en prie, Seigneur miséricordieux, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Que tous ceux qui en sont témoins prennent garde à mon exemple. » Lorsqu'on lui demanda s'il avait un dernier mot, il répéta la même prière et ajouta « Seigneur, aie pitié de mon âme tourmentée. » La manette fut alors tirée et, devant 8000 personnes, John Birdbell fut pendu. Son corps fut remis au chirurgien de Rochester pour dissection. Au moment de sa mort, il avait 14 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.